On accueille Michel Marie dans un instant qui va nous en dire plus sur cette histoire. On a aussi des audios exclusifs d'un habitant du village à vous faire écouter. Et c'est vrai que, vous allez voir, ce sont des éléments quand même importants qu'ils nous ont donnés. On a joint Gilles par téléphone, un habitant du village qui connaît parfaitement les lieux et ses habitants. Il nous décrit d'abord le village, un tout petit endroit où tout le monde se connaît forcément. Écoutez. Voilà, alors donc moi j'habite le village, j'habite un peu en dehors du village, et le village est composé de plusieurs hameaux, et ce fameux hameau du Haut-Vernay qui est à 2 kilomètres du village, quoi, et qui est un endroit où la route est étroite pour y accéder, et quand on arrive en haut, il n'y a qu'une piste forestière pour s'échapper, donc il faut avoir une voiture très haute, ou pour faire demi-tour, il y a un jardin au milieu, quoi, il faut faire 2-3 manœuvres. Pour moi, c'est quasiment impossible d'aller là-haut et de faire demi-tour sans que personne voie la voiture. Alors, c'est Gilles, un habitant du village, vous allez voir ce qu'il nous dit dans un instant. Vous allez voir, toutes les hypothèses sont complètement folles de cette histoire. Si vous n'avez pas suivi cette affaire, il est 20h57 et c'est vrai que cette histoire est complètement folle. Michel, que s'est-il passé? C'était il y a 2 mois. Oui, c'était le samedi 8 juillet. Émile, 2 ans et demi, est arrivé chez ses grands-parents. Qui ont cette belle maison au Haut-Vernay. Dans les Alpes de Haute-Provence. Comment? Dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une maison familiale. Ce jour-là, il y avait 6 oncles et tantes qui étaient présents. Émile était arrivé la veille. Dans la matinée, il avait joué avec ses petits cousins. Ils avaient construit une cabane en bois à une centaine de mètres de cette maison. Et il était fasciné par cette cabane en bois. À l'heure du déjeuner, il ne voulait pas rentrer à la maison parce qu'il voulait rester dans la cabane. Bref, on l'a un peu obligé à rentrer. Il a fait sa sieste, vers 15h, il s'est réveillé, il voulait retourner dans la cabane, sauf que le grand-père, Philippe, avait décidé autre chose, et c'est une famille très unie, ils font tout ensemble. Quand ils font une randonnée, tout le monde participe à la randonnée. Quand ils vont à la piscine, tout le monde va à la piscine. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Donc il n'était pas question que le petit Émile aille à la cabane. Et le temps qu'ils s'organisent, je crois que cet après-midi-là, ils avaient prévu de faire une clôture pour les chevaux. Et donc tout le monde devait participer à cette clôture. Et à un moment donné, je crois vers 17h, ils s'aperçoivent, au moment de partir, ils s'aperçoivent qu'Émile n'est pas là. Le grand-père sort, c'est un tout petit village, il y a 17 maisons, donc c'est... Et en plus, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est en vase clos. Le grand-père sort, croise 2 témoins qui ont vu Émile quelques minutes plus tôt. Enfin, quelques minutes plus tôt, on n'a pas le créneau horaire exact. Le problème, c'est que ces 2 témoins, il y en a un qui a 16 ans, l'autre qui est retraité, ils disent pas la même chose en termes de direction qu'aurait emprunté l'enfant. Le retraité dit qu'il descendait et le jeune de 16 ans dit qu'il montait. Bref, on ne retrouve pas Émile et à 18h, le grand-père donne l'alerte, appelle la gendarmerie et très vite, des gros effectifs viennent sur place. Je crois qu'il y a 90 gendarmes, plus les bénévoles, plus les brigades cynophiles. Et on fera décoller ensuite un hélicoptère avec un radar un radar thermique qui permet de retrouver éventuellement une trace de ces enfants. Alors, depuis le début de cette affaire, vous allez voir les révélations qu'on va vous faire dans un instant et ce que dit l'habitant du village. Ce qui a surpris beaucoup de personnes, c'est qu'un petit garçon de 2 ans se balade seul dans la rue. Gilles, pour lui, il n'y a rien d'étonnant à cela. Écoutez. Les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est que les enfants sont libres. Alors oui, c'est un petit de 2 ans et demi. Le hameau du Haut-Vernay, on va dire, c'est une grande famille, quoi. Moi, il pourrait aller tout seul faire du vélo dans le village, ça me gêne pas. Là, il n'y a pas 2 ans et demi. Alors, donc voilà, donc c'est plutôt, voilà, ça arrive dans le village, c'est ce qu'ils disent, Michel. Alors, il y a plein de théories qui sont arrivées sur cette affaire, qui sont complètement folles. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Alors, parce que c'est le samedi 10 juillet, le 8 juillet, ça marque le début de cette triste histoire. Il y a un avis de recherche qui est diffusé en masse le dimanche. Et le 10 juillet, il y a la maman d'Émile qui publie un post Facebook. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Ancurel, mystique des apparitions du Los.
Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient, la maman d'Émile. Oui. Alors, c'est une famille qui est traditionnaliste catholique. C'est pour ça, effectivement, qu'elle a posté ce message. Ils ont témoigné, ils ont très peu parlé, la famille d'Émile. Ils ont témoigné dans un journal catholique qui s'appelle Famille chrétienne. Et il y a peu d'informations, effectivement, qui circulent. Et c'est très difficile d'avoir des témoignages. Ce petit garçon, en fait, pourquoi elle a retenu l'attention, cette histoire? Parce que ça, quand on est maman, quand on est parent, c'est l'enfer absolu, c'est ce qu'on redoute de plus, c'est-à-dire son enfant qui échappe à la vigilance des grands-parents pendant quelques minutes et qui disparaît. Parce qu'on n'a rien retrouvé, je parle sous votre contrôle, Michel. Absolument. Pas de sang, pas de voiture, c'est-à-dire que ça fait 2 mois que les enquêteurs auditionnent en permanence les gens du village. C'est une histoire folle. Auditionnent et on ne trouve rien sur la disparition du petit Émile. Il faut dire qu'à partir du moment où on fait venir 800 bénévoles pour battre la campagne, s'il y avait des traces, elles ont été malheureusement effacées. Alors, quelles ont été les différentes pistes exploitées? Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs théories. Déjà, depuis l'affaire, le village est évidemment sous le choc. Il règne un vrai climat de méfiance. Il paraît que c'est la folie. Tout le monde se regarde, tout le monde se dit qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une omerta totale. Regardez, écoutez plutôt. Aujourd'hui, on a un malaise de suspicion, quoi. Et les gens se regardent les uns les autres, quoi. Il y en a un qui conduit un peu vite dans le village, ou qui s'est arrêté de boire 2 pastilles souvard, ou l'autre qui a fait une vidéo, il sort un peu du commun. Alors on dit celui-là, il n'est pas tranquille, donc ça apporte beaucoup de suspicion, quoi. Alors, il y a différentes pistes. Est-ce que vous pouvez nous le donner? Parce qu'il y a des pistes complètement incroyables. Il y a la piste de la fugue, mais qui a été, a priori, assez rapidement abandonnée, parce qu'un enfant de 2 ans et demi, il ne va pas parcourir 10 km à pied. Il y avait une carte bleue? Pardon? Non, c'était une blague, c'était pas drôle, c'était une blague. Non. Et quand on ne peut pas fuguer à 2h30, la théorie est. Non, mais pas de est blague folle. là-dessus. Mais non, mais la théorie est folle, on ne peut pas fuguer à 2h30. Non, mais quand je On ne peut pas faire de blague là-dessus, Alex. Oui, ça m'arrangerait. Ah oui. Quand je dis fugue, c'est l'enfant qui sort de chez ses grands-parents et qui se perd. Bien sûr, c'est ça que j'appelle une fugue. Évidemment, il n'a pas. Mais tout le monde s'est tous dit, de toute façon, un enfant de 2 ans, il ne peut pas aller bien loin. C'est la réaction qu'on a tous, en fait, au départ. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est posé la question de savoir si c'était utile de ratisser 96 hectares. Ce qui a été fait, bon, c'est fait. Ce que disent les enquêteurs, quand même, et qui est un point hyper important, on a un peu avancé dans l'enquête, c'est que, comme il y a eu ces battues qui ont été organisées, ils disent que s'il devait rester, malheureusement, des traces de corps ou quelque chose qui peut... ou des effets personnels, on le saurait déjà. On avait vu la même chose dans l'affaire Lucas et... En tous les cas, ce que j'ai compris de l'affaire, c'est que cette hypothèse-là, elle est un peu laissée de côté pour le moment et qu'ils travaillent en vase clos maintenant, avec une enquête à la Agatha Christie, parce qu'ils savent un petit peu quels sont les protagonistes du village, et que pour les enquêteurs, tout tourne autour des personnes qui sont là. Il y a eu une intervention humaine à un moment donné. Alors, s'il vous plaît, ils ont mobilisé des chiens, et les chiens s'arrêtent au niveau du lavoir à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est sans doute le dernier endroit où cet enfant s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un l'a pris dans ses bras et l'a ramené à la maison? A priori, c'est pas le cas. Est-ce qu'il a été enlevé? Est-ce qu'il est monté dans une voiture? Il faut dire aussi quand même qu'il régnait une pagaille monstrueuse dans ce village au tout début, dès qu'on a appris la disparition de cet enfant. Les pompiers sont venus avec leurs chiens. Les bénévoles ont prêté main forte, donc ont piétiné tout le village. Et donc je pense aussi que les traces olfactives ont pu... parce qu'une trace olfactive, on ne peut pas la dater. Ça peut être la veille, l'odeur de cet enfant, il est peut-être passé au lavoir la veille. Alors, il y a 3 théories qui reviennent le plus dans le village. Gilles nous en a parlé, l'habitant du village qu'on a interrogé. Il dénonce ces accusations qui sont parfois gratuites. Écoutez. Depuis 2 mois, oui, on a entendu énormément d'atrocités que je ne peux pas m'imaginer. On a entendu, soi-disant, un gosse de 16 ans qui conduit un tracteur à vive allure. Alors les gens qui disent ça, je peux vous dire qu'ils leur manquent des points
Alors ça ce sont des criminels et ils se permettent de critiquer un jeune qui a 16 ans et qui conduit le tracteur un peu vite. Voilà. Ça, et puis après on parle d'un accident domestique dans la famille. Un accident, c'est un accident. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils auraient caché ça. Après, on a parlé aussi, je ne sais pas, il y en a un dans le RD qui fait des vidéos. Alors il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est un déséquilibré. Et puis, s'il a envie de faire des vidéos, moi aussi je fais des vidéos. Il ne me semble pas que je suis déséquilibré, quoi. Il y a certaines personnes qui laissent planer des suspicions pour des vengeances personnelles. C'est vraiment horrible de profiter de ce drame pour régler des comptes personnels. Il va revenir sur une dernière théorie qui fait énormément parler, là, dernièrement, Gilles, dans un instant, vous allez voir, qui est folle. Mais Gilles Verdez, c'est quoi les 3 théories pour nos téléspectateurs? Parce que tout le monde a parlé de cette histoire. Ça fait flipper tout le monde. On se dit, voilà, un enfant de 2 ans qui disparaît du jour au lendemain. Depuis 2 mois, on n'a pas de nouvelles, pas de traces, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est fou. Alors, c'est quoi les 3 théories? Alors d'abord, il y a la théorie fantaisiste qui a été balayée, mais quand même expertisée, celle d'un rapace. Il aurait été enlevé par un rapace. Alors justement, non, ça c'est la dernière théorie, animal, dont on va parler dans un instant. Voilà. Ça, c'est la dernière. L'autre théorie, c'est la vengeance familiale. Il faut avouer que les grands-parents avaient vu une de leurs maisons brûler en 2019. Ils avaient acheté un hameau, 3 maisons brûlées, dont une des grands-parents. Est-ce que ce serait la poursuite de cette vengeance? C'est un incendie qui est criminel, mais qui n'a pas donné lieu à interpellation ni à jugement. Donc, est-ce que quelqu'un en veut à cette famille? Voilà. Et l'autre théorie plausible, c'est la théorie, entre guillemets, accidentelle intrafamiliale, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer. Ils auditionnent au moins 3 heures chaque protagoniste qui était auvernais à l'époque pour mailler totalement l'emploi du temps de chacun. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose à l'enfant et ensuite, éventuellement, a caché le corps? Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on en est où? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur cette affaire. Aujourd'hui, on en est où? Et on va revenir sur la dernière théorie dont vous parliez il y a un instant. Malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué. Enfin, l'enquête n'a pas beaucoup évolué, à ma connaissance. En même temps, les gendarmes gardent leurs investigations très secrètes. Ils communiquent absolument plus sur ce point. Maintenant, sur l'histoire de la vengeance, à mon avis, ce qui ne tient pas, c'est que pour kidnapper un enfant, il faut être sûr de pouvoir avoir accès à l'enfant, enfin, pouvoir l'enlever. Là, il y a les oncles, les tantes, le grand-père. C'est un tout petit village où il y a peu de monde qui circule, donc c'est compliqué. L'enlèvement, ça me paraît... Justement, Gilles, l'habitant du village, nous explique pourquoi il ne peut pas croire à la théorie de l'enlèvement du petit garçon. Écoutez. Pour monter au Vernet, c'est une route qui est classée départementale, mais elle est toute petite, on a du mal à se croiser. Pour que quelqu'un enlève le petit à 17h15, c'est quand même improbable d'être là au moment où il serait sorti de chez ses grands-parents. Et en plus, il aurait fallu, pour que la voiture reparte, il aurait fallu qu'elle fasse demi-tour sur le hameau. Et pour faire demi-tour sur le hameau, il aurait fallu qu'elle fasse 2-3 manœuvres. Voilà. Donc, quand il y a 10 maisons d'habités, on entend une voiture qui manœuvre, même sans vouloir voir ce qui se passe, on lève la tête, on voit la couleur de la voiture. Et on se dit, cette voiture, je la connais pas. Mais or, aujourd'hui, personne n'a vu un véhicule. Donc, pour moi, c'est improbable, cette solution. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que le 25 juillet, soit 17 jours après la disparition du petit Émile, qui restait introuvable, les enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale étaient toujours présents au Vernet, et des chiens particuliers sont arrivés au Vernet, des chiens qui ne sont pas utilisés lorsque l'on pense encore trouver la personne vivante. C'est pas bon signe. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions depuis 2 mois. Envie d'avoir espoir encore. On peut avoir envie d'avoir espoir, mais si on est pragmatique, cet enfant de 2 ans et demi, sauf s'il a été enlevé par quelqu'un en mal d'enfant, ça peut arriver. Mais pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure, ça paraît compliqué. Je crois qu'un médecin disait que l'espoir de survie, il faisait 30 degrés le 8 juillet. Un enfant de cet âge-là, s'il n'est pas hydraté, en 48 heures, il est mort. Là, ça fait 2 mois. Après, bon, je veux bien qu'on garde l'espoir, mais ça me paraît quand même une hypothèse peu Mais les parents disent qu'ils probable. gardent espoir. Alors justement, Mais- les parents, ils ont pris la parole le 29 août 2023. Ils ont répondu aux questions d'un journaliste du média Famille Chrétienne. Ils ont dans un premier temps tenu à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour tenter de retrouver leur fils. Ils sont également revenus sur différentes accusations, déclarant « Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Nous y animons d'ailleurs en famille la chorale polyphonique et grégorienne. Nous militons au centre Charlier et à la Griffe et nous en sommes fiers. Nous n'avons absolument rien à cacher. » Parce qu'on les avait attaqués là-dessus à un moment, pourquoi ?
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont un mode de vie un petit peu différent des autres, forcément, quand il arrive un drame dans la famille, on va chercher le petit détail. Mais c'est en tout cas pas un argument d'enquête qui soit catholique pratiquant, qui soit catholique intégriste. Ils s'en défendent. Ils sont très, très religieux, a priori, mais ils se défendent de faire partie d'une secte religieuse. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de nouvelles informations particulières au sujet de leur fils. L'enquête continue dans le secret de l'instruction. Il ne faut pas lui nier. De notre côté, nous continuons à faire confiance au travail des gendarmes. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Nous ne tournons pas la page, nous continuons à espérer. Nous demandons à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour nous de continuer à prier. Et il y a une autre piste, donc une théorie aussi, celle des rapaces et des loups. Écoutez, l'habitant du village revient là-dessus. Il y a des gens qui ont raconté, oui, qu'il y avait peut-être un rapace ou un loup. Alors pour moi, c'est complètement improbable, quoi. Les rapaces, on peut pas emporter un petit qui pèse 2 fois plus que le rapace, quoi. Pour le loup, en bas de chez moi, bon, on en voit de temps en temps, on voit le loup et on le voit manger des chevreuils, quoi. Mais la carcasse, elle reste là, hein. On n'a rien retrouvé, pas de vêtements, rien. Donc c'est aussi une hypothèse farfelue, quoi. Alors. Oui, je valide, c'est une hypothèse farfelue. Par rapport au poids de l'enfant. Et puis là, quand même, dans ce village, quelqu'un aurait vu quelque chose. Un aigle qui part avec un enfant de 2 ans et demi dans ses griffes. Je pense quand même que ce ne serait pas passé inaperçu. Donc, il y a la théorie, effectivement, qu'évoquait Gilles Verdez, qui semble intéresser fortement les enquêteurs. C'est peut-être à un niveau intrafamilial. Mais l'enquête, une fois de plus... c'est assez rare d'ailleurs, on a un procureur qui, dès le 11 juillet, disait qu'il n'avait aucune piste, aucun élément, aucun indice, il n'avait rien. L'enfant s'est volatilisé. Je pense qu'il protège très très bien son enquête aussi. Ouais. Valérie. Il ne fermait aucune piste, disait le procureur d'ailleurs. Il ne fermait aucune piste. Et par ailleurs, la famille s'est portée partie civile pour avoir accès au dossier. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'elle n'aura pas accès au dossier, excusez-moi Cyril, elle n'aura pas accès au dossier tant qu'il n'y aura pas quelqu'un de mis en examen. Donc... Alors, tout le monde s'intéresse à la famille du petit Émile qui fait face à de nombreuses rumeurs sur leur profil. Regardez. Cette famille catholique, traditionnaliste, aurait-elle pu être victime d'une vengeance, d'un règlement de compte, en raison de son engagement à l'ultra-droite? Les parents d'Émile, Colomban et Marie ont fait partie du Bastion Social, un mouvement néofasciste fondé par des anciens membres de l'Action française. On les voit ici, sur cette photo, entourés de leurs camarades. Le père d'Émile, qui est alors étudiant ingénieur, comparaît en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses amis sera condamné, lui relaxé. Le Bastion Social est finalement dissous par Emmanuel Macron en 2019. Alors, oui. Après, pourquoi ça intéresse les enquêteurs? C'est pas tant leur profil en tant que tel, qu'ils soient catholiques, très à droite, rigoristes, ok. Mais est-ce que cela aurait pu susciter une vengeance? Est-ce que voilà, des gens pourraient les haïr politiquement d'avoir été dans cette organisation à ce moment-là? C'est pour ça que les enquêteurs travaillent encore sur cette piste aussi, même s'ils s'en éloignent aujourd'hui. Là, dans cette configuration, ils n'auraient pas enlevé l'enfant, ils auraient tué l'enfant, ils auraient laissé l'enfant pour montrer que c'était une vengeance. Alors c'est quoi alors? Aujourd'hui, vous qui connaissez quand même ces affaires, qui avez eu accès quand même à l'enquête, vous dites quoi? On n'en sait rien. Il y a un petit 2 ans et demi qui a disparu du jour au lendemain, dans un petit village de combien d'habitants? C'est hallucinant. 125. 125 habitants. Et dans le hameau en haut, 15. C'est ça. Et 30 en été. Parce qu'il a disparu en haut, pas en bas. En bas, c'est 125, mais en haut, c'est 15 habitants. C'est ça, volatilisé. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, on n'a plus de traces de cet enfant. Même moins de 5 minutes. Il n'y a pas il faut le dire aux téléspectateurs, il n'y a pas un témoin. Si, on en a 2, mais ils ne voient pas la même chose et ils ne voient pas... En tout cas, le témoin, ils ont vu Émile... Il y a un retraité qui le voit prendre une direction et un jeune adolescent de 16 ans qui le voit prendre une autre direction. Tout seul? Il est tout seul. Surtout quand un enfant qui divague. Il allait
pour un des deux témoins, il allait vers cette fameuse cabane qu'on a évoquée. Cette cabane, elle intéresse beaucoup les enquêteurs parce qu'elle passionnait Émile. Alors il voulait aller vers cette cabane à ce moment-là, selon un des deux témoins. Il l'avait fabriquée avec son grand-père. Voilà, toute l'équation, c'est est-ce qu'il a été là-bas, est-ce qu'il a désobéi, est-ce qu'on l'a retrouvé là-bas, est-ce que cette cabane est un lieu névralgique pour les enquêteurs? Il se pourrait bien qu'autour de cette cabane, se soit potentiellement passé quelque chose. C'est une des pistes. Est-ce qu'on l'a puni? C'est une des pistes. Et alors on pense bien sûr, pour les parents, ça doit être terrible. Terrible. C'est vraiment. Moi, j'ai du mal à croire que personne ne sache rien dans le village. C'est ce qui quand tu as un village, je ne sais pas si vous connaissez des villages de 15 ou 30 habitants, un cul-de-sac où on sait forcément qui va dans un sens, qui va dans l'autre. J'arrive pas à comprendre comment personne ne saurait rien. Je pense que c'est pour ça que moi, vous disiez la piste de la disparition, elle est écartée. D'abord, d'un point de vue du chef d'inculpation, l'enquête, elle est ouverte aussi pour enlèvement. Et séquestration. Et séquestration. Alors, c'est aussi pour des raisons techniques, parce que ça permet aux magistrats d'élargir les enquêtes. Plus d'actes. Mais c'est pas impossible non plus, quoi. Enfin, tout est possible. Merci à vous d'avoir été avec nous tout de suite.